A Democratic lawmaker is suing to remove President Trump's name from the Kennedy Center right here in Washington. It was added in big letters to the center's exterior last week after a vote from the Board of Trustees. Ohio Congresswoman Joyce Beatty is an ex officio trustee, and she says that vote went beyond the board's authority as given by Congress. And she's my source tonight, along with her attorney, Norm Eisen, who is bringing this case as the founder of Democracy Defenders Action. Great to see you both. All right, Congresswoman, so you say in this lawsuit that the vote and the addition of Trump's name to the outside of the building were, quote, scenes more reminiscent of authoritarian regimes than the American Republic. You may feel that way, but how did this break the law? Certaines décisions prennent de l'importance non pas en raison de leur ampleur, mais du type de rupture qu'elles introduisent dans les rouages institutionnels. Washington, janvier 2026. Lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration du Kennedy Center, une résolution a été adoptée autorisant la modification de la signalisation officielle du mémorial, en y incorporant le nom du président Donald J. Trump. Cette mesure a été prise avec le soutien de conseillers nommés pour la plupart pendant son mandat, et sans consultation formelle des membres d'office du Congrès. La députée Joyce Beyer, représentante parlementaire au Conseil, a tenté de s'opposer à cette décision lors du vote. Mais son micro a été coupé. Des documents internes et des témoignages ultérieurs ont confirmé que sa tentative d'objection avait été interrompue. Le même jour, des organisations de la société civile ont saisi la justice fédérale, demandant la suspension immédiate de ce changement. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle. À ce moment-là, la législation qui régit le Kennedy Center stipule clairement que l'institution doit conserver le nom de John F. Kennedy en tant que mémorial permanent, qui ne peut être modifié sans l'autorisation expresse du Congrès. Le centre n'est pas seulement un espace culturel, il a le statut juridique de monument fédéral, inscrit dans des dispositions qui traitent de la préservation historique des structures liées à la mémoire présidentielle. La tentative de modifier ce nom par une délibération interne, sans soutien législatif, représente un déplacement important de l'axe de contrôle institutionnel. Les avocats liés à l'action affirment que l'affaire dépasse la question du nom et touche directement à la légitimité des instances qui opèrent aujourd'hui au sein des structures hybrides du gouvernement fédéral. Le mouvement a été mené avec une rapidité inhabituelle. L'ordre du jour de la réunion n'a pas été divulgué dans son intégralité au préalable, selon les déclarations des conseillers qui se sont exprimés après les faits. Le vote a eu lieu en moins de 30 minutes, sans avis juridique joint et sans consultation des membres du Parlement. Le fait de réduire au silence une conseillère disposant d'une prérogative légale a renforcé l'impression qu'il s'agissait d'une tentative délibérée d'accélérer le processus, en contournant les résistances internes. Le même jour, le groupe Democracy Defenders Action, en partenariat avec le Washington Litigation Group, a déposé une action en justice, alléguant un vice de forme dans le processus délibératif et une violation des normes fédérales de protection des mémoriaux. Des images du nouveau panneau ont circulé sur les réseaux sociaux quelques heures après son installation, suscitant diverses réactions. La Fondation Kennedy a publié une note exprimant son inquiétude quant à l'intégrité du mémorial, tandis que les parlementaires de l'opposition ont évité de faire des déclarations publiques, mais ont signalé en coulisses que l'action serait suivie de près. Des sources du ministère de la Justice ont indiqué que, s'il y avait des indices d'atteinte à la législation fédérale, l'organisme pourrait se joindre à la procédure en tant que partie intéressée. L'affaire se déroule dans un environnement institutionnel déjà marqué par des disputes sur l'instrumentalisation des symboles publics et sur le fonctionnement des conseils d'administration, dont la composition politique est déséquilibrée. Au cours des dernières années, plusieurs structures fédérales ont subi des reconfigurations similaires, avec le remplacement de membres et le recours à des délibérations internes pour approuver des mesures controversées. La différence, dans ce cas, réside dans la nature de l'objet du litige. Le Kennedy Center a été conçu comme un espace de mémoire nationale, avec une protection juridique analogue à celle d'autres monuments présidentiels. La tentative de l'associer à une figure politique vivante, sans autorisation législative, inverse la logique de consécration historique qui régit traditionnellement ces institutions. L'argument central des partisans de l'action est qu'il ne s'agit pas d'un débat sur les hommages, mais sur la préservation du lien entre la mémoire publique et l'autorité normative. Ce type d'analyse, qui relie des faits ponctuels à des structures plus larges du système, permet de comprendre comment des changements apparemment mineurs peuvent signaler des déviations. Pour ceux qui suivent
de près les développements institutionnels, il est important de continuer à observer attentivement les prochains mouvements. C'est dans ce contexte qu'il est nécessaire de comprendre l'architecture juridique et institutionnelle qui sous-tend le Kennedy Center. Créé en 1964, le centre a été conçu par la loi comme le John F. Kennedy Center for the Performing Arts, un mémorial permanent dédié au président assassiné l'année précédente. Le statut qu'il institue précise sans ambiguïté que le nom du mémorial ne peut être modifié par décision unilatérale du Conseil, car il est considéré comme faisant partie intégrante de sa reconnaissance officielle en tant qu'espace de mémoire fédéral. Ce détail juridique transforme l'épisode récent en plus qu'un simple différend esthétique. Il déclenche des dispositifs juridiques qui traitent de la protection des biens publics ayant une valeur historique et, en dernier ressort, oblige le pouvoir judiciaire à se prononcer sur la légalité du processus qui a conduit au changement de signalisation. À partir de ce moment, le différend n'était plus seulement entre les membres d'un conseil d'administration. En entrant dans la sphère judiciaire, l'affaire a nécessité une prise de position officielle de la part d'organismes ayant des attributions constitutionnelles claires. L'action, intentée par Democracy Defenders Action, s'est appuyée sur la clause d'inconstitutionnalité pour détournement de finalité. Soutenue par des précédents dans lesquels la justice a empêché des modifications de structures fédérales ayant une valeur mémorielle. L'un des principaux arguments avancés est que toute tentative de reconfigurer la nature du Kennedy Center par le biais de décisions internes viole le principe de réserve légale, qui exige une autorisation législative expresse pour des changements de ce type. Cette interprétation est renforcée par des décisions antérieures de la justice dans des affaires impliquant des interventions indues sur des biens publics ayant une fonction commémorative, telles que les restrictions aux modifications non autorisées des cimetières militaires nationaux et des monuments présidentiels. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a suscité des réactions, certes prudentes, au sein du Congrès. Bien que le sujet n'ait pas encore fait l'objet d'un débat en séance plénière, des conseillers parlementaires ont confirmé qu'il y avait des mouvements en coulisses pour évaluer la possibilité de convoquer des audiences publiques sur l'utilisation politique des conseils fédéraux. Une partie de cette préoccupation découle de l'histoire récente des nominations à des postes stratégiques dans des organismes dotés d'une autonomie opérationnelle, mais ayant une forte valeur. Au cours du mandat du président Trump, plusieurs conseils liés au gouvernement fédéral ont subi une reconfiguration brutale, les nominations étant davantage guidées par l'alignement idéologique que par des critères techniques. Dans le cas du Kennedy Center, la plupart des conseillers actifs ont été nommés pendant cette période, ce qui a contribué à la formation d'un bloc décisionnel capable de mettre en œuvre des mesures controversées avec un soutien formel minimal. Ce type d'arrangement institutionnel, bien que légal à l'origine, devient vulnérable lorsqu'il est utilisé pour contourner les mécanismes de contrôle et les freins institutionnels. On observe la consolidation d'un modèle d'action politique qui opère de préférence dans des zones grises, exploitant les lacunes procédurales pour produire des effets matériels avant que les mécanismes de contention puissent être activés. Le recours à la judiciarisation, en ce sens, n'apparaît pas comme une stratégie initiale, mais comme une réponse corrective à une action déjà accomplie. Les avocats spécialisés en droit public avertissent que cette logique impose une surcharge continue au système judiciaire, qui est désormais appelé à intervenir dans des litiges qui auraient auparavant été résolus dans des instances administratives équilibrées. Parmi les arguments présentés dans l'action, l'accent mis sur le concept de préjudice institutionnel, une catégorie de plus en plus présente dans les litiges impliquant l'utilisation politique d'espaces publics, retient l'attention. La thèse est qu'en modifiant l'identité d'un mémorial fédéral sans fondement normatif, le conseil d'administration du Kennedy Center a non seulement enfreint une règle juridique spécifique, mais a également rompu avec la fonction constitutionnelle de l'espace en tant qu'instrument de mémoire collective. Cette interprétation s'appuie sur des décisions antérieures de la Cour suprême, qui a déjà reconnu la valeur normative des symboles publics dans la consolidation de l'identité nationale. Le cas le plus souvent cité par les auteurs de l'action est le jugement de 2017 sur la tentative de renommer un centre de recherche fédéral du nom d'un donateur politique, qui a été rejeté pour violation du principe de neutralité institutionnelle. Au fur et à mesure que le processus avance, de nouvelles couches deviennent visibles. La composition du conseil d'administration du Kennedy Center révèle un schéma de nomination concentré au cours des 4 dernières années de la gestion précédente. Sur les 22 membres votants,
17 ont été nommés pendant cette période. Cette majorité a permis l'approbation du changement avec une large marge, malgré les tentatives de contestation de la part des membres parlementaires. En saisissant la justice, la députée Joyce Beyer a invoqué la prérogative légale accordée aux membres d'office, dont la présence au Conseil est garantie par la loi et ne dépend pas d'une nomination présidentielle. Cette différence d'origine confère à sa participation un poids juridique particulier, qui pourrait être déterminant dans l'analyse de la validité de la délibération. L'implication d'organisations de la société civile dans cette affaire reflète également un changement progressif dans la manière dont les conflits institutionnels sont menés. Des groupes, tels que Democracy Defenders Action, ont élargi leur champ d'action au-delà du contrôle des politiques publiques, en jouant un rôle actif dans la protection des structures normatives et symboliques de l'État. Cette action, bien que minoritaire, représente un effort coordonné de défense institutionnelle qui vise à réagir aux changements ayant un impact potentiel à long terme. L'utilisation du système judiciaire comme principale arène de ces conflits a donné lieu à un nouveau type de jurisprudence, moins axé sur les litiges entre parties privées, et davantage sur le maintien de limites normatives dans un contexte de polarisation croissante. Ce type de suivi, détaillé et continu des mouvements institutionnels, permet d'interpréter des thèmes apparemment ponctuels dans un cadre plus large, révélant des dynamiques structurelles qui échappent souvent à l'actualité immédiate. C'est pourquoi nous maintenons ici une analyse qui va au-delà du fait lui-même, en reliant les éléments, en identifiant les schémas, et en clarifiant comment chaque geste s'inscrit dans un conflit plus large pour le contrôle institutionnel. Il existe des opinions divergentes sur ce que cet épisode révèle quant au fonctionnement actuel des institutions fédérales. Pour certains juristes, cette affaire met en évidence un processus d'instrumentalisation, dans lequel des structures créées pour préserver la mémoire et la continuité sont désormais utilisées comme des éléments d'un conflit politique immédiat, ce qui modifie leur fonction initiale et réduit leur valeur institutionnelle. Pour d'autres, cet épisode doit être compris comme un chapitre supplémentaire d'une tension qui s'accumulait depuis des années. Les administrations successives repoussant les limites entre autonomie interne, gestion de l'image, et appropriation politique des espaces publics. Dans cette optique, la controverse s'éloigne du Kennedy Center en tant qu'objet isolé et commence à impliquer le précédent que ce type d'initiative peut créer dans d'autres domaines du système fédéral. Les experts soulignent également que la tentative d'associer le nom d'un président vivant à un mémorial protégé par la loi ne trouve pas beaucoup d'exemples comparables dans l'histoire récente des États-Unis. Traditionnellement, les hommages permanents liés à des personnalités politiques suivent des rites formels et prévisibles. Ils ont généralement lieu après le décès de la personne honorée, nécessitent un débat législatif et dépendent de l'approbation explicite du Congrès. Lorsque des modifications sont apportées de manière unilatérale, en particulier dans un lieu qui porte déjà le nom d'un autre président et dont la fonction commémorative est officiellement reconnue, ce geste devient une exception institutionnelle. Et c'est précisément cette exception qui amplifie le problème juridique, le pouvoir judiciaire. En évaluant la légalité de l'acte, peut être contraint de délimiter non seulement la procédure administrative, mais aussi la portée réelle des conseils composés de personnes nommées pour des raisons politiques, et la capacité de ces collèges à promouvoir des changements symboliques ayant des effets permanents. Selon les registres mentionnés par les analystes, la proposition de renomination aurait été structurée à l'avance par des membres du Conseil alignés sur le président. Il semble que le calendrier interne ait été réorganisé pour permettre une délibération plus rapide, avant que le Congrès ne reprenne pleinement ses activités législatives. Cette séquence est interprétée par certains observateurs comme un signe d'intentionnalité, une tentative d'approuver la mesure dans un intervalle institutionnellement favorable, réduisant ainsi le temps disponible pour une réaction politique et une contestation publique. Il n'y a pas de preuve concluante d'une coordination externe, ni de confirmation définitive d'articulation formelle en dehors du Conseil, mais le schéma de convergence entre les membres politiquement proches et la conduite du processus avec peu de transparence soutient l'interprétation d'une planification stratégique. Ce point reste toutefois contesté et devrait être approfondi à mesure que l'affaire progressera. Le débat se concentre désormais sur la possibilité d'un revirement judiciaire. Les juristes, spécialisés en droit constitutionnel, observent que, même lorsque la législation semble établir une protection claire du mémorial, les litiges de ce type se terminent rarement rapidement. Le processus peut se prolonger, avec des recours, des questions de légitimité et des discussions sur la
porter des prérogatives administratives du Conseil. La défense pourrait faire valoir que les décisions prises s'inscrivent dans le cadre de la gouvernance quotidienne du centre, même si les adversaires soulignent des irrégularités procédurales et des tentatives de produire un changement de fait sans modification formelle du droit. Ainsi, le résultat pourrait dépendre de la manière dont le juge interprète l'équilibre entre l'autonomie administrative et le caractère juridique du Kennedy Center en tant que mémorial fédéral protégé par la loi. Il n'y a pas encore de consensus sur les conséquences institutionnelles à moyen terme. Une partie importante de la communauté juridique estime que cet épisode peut servir d'avertissement pour revoir les règles de nomination, de contrôle et de fonctionnement des conseils fédéraux, en particulier dans les institutions à double nature, opérationnelle et mémorielle. D'autres estiment que l'affaire pourrait avoir l'effet inverse et consolider une protection plus forte, en créant une jurisprudence capable de limiter les futures tentatives d'ingérence politique dans des espaces équivalents. Dans les deux cas, l'impact ne sera pas seulement défini par la décision initiale, mais par la réaction combinée du Congrès, du pouvoir judiciaire et de la société civile face à ce modèle de conduite institutionnelle. À un niveau plus profond, la controverse touche à la relation entre la mémoire publique et le contrôle institutionnel. Lorsqu'un espace conçu pour représenter des valeurs collectives et permanentes est utilisé comme un instrument d'affirmation individuelle et immédiate, le système est contraint de montrer où se situent ses limites et quels mécanismes existent effectivement pour empêcher ce type de captation symbolique. La réponse ne tend pas à apparaître comme la conclusion définitive d'une seule sentence, mais comme le résultat cumulé des réponses institutionnelles qui composent le cadre constitutionnel américain. Et comme l'indiquent les événements récents, cette réponse est encore en cours d'élaboration. Si vous suivez le fonctionnement des institutions, non seulement à travers les discours officiels, mais aussi à travers les détails qui indiquent d'un aussi des changements de direction. Cette chaîne reste un espace d'analyse continue, contextualisé et engagé dans la compréhension claire du processus en cours.